Hello tout le monde, je m'appelle Kotou. Et moi c'est Sarah. Et en ce jour béni, vous avez choisi d'écouter Preach. Preach, c'est un podcast politique et culturel dans lequel on donne notre avis sur tout, même si personne ne nous l'a demandé. Notre idée, c'est d'aborder différents types de privilèges pour que chacun et chacune prenne conscience des siens et qu'on participe tous ensemble à favoriser une réelle égalité entre nous, parce que oui, notre vœu le plus cher, c'est la paix sur Terre. Amen, amen. Et on est super heureuse de vous retrouver comme d'habitude. On espère que ce début d'année n'est pas trop rugueux, j'ai envie de dire. On aimerait aussi vous remercier très très chaleureusement pour vos retours sur l'épisode 5 consacré à l'acteur Dali Ben Salah. Vous pourrez retrouver sur Spotify, Deezer, YouTube ou encore MTV. Donc voilà, vais-je continuer à faire cette blague pourrie encore longtemps? Oui. Avons-nous eu des nouvelles de Dali? Non. Non, Dali, on t'attend. Hein. En tout cas. Et devrions-nous nous poser les bonnes questions? Je pense que oui. Voilà. Mais ce n'est évidemment pas très grave parce qu'on vous a, vous. Ouais, et vous êtes plus de 141 à nous suivre sur Instagram. Donc on a hâte d'atteindre la barre des 200. C'est possible et ce sera grâce à vous. Donc n'hésitez pas à parler de Preach autour de vous. Et d'ailleurs, est-ce que le temps ne serait-il pas venu de donner un surnom à notre communauté? Non mais tout à fait. Et tu sais que j'ai une idée. Dis-moi ton idée. Les preachers et les preacheuses. Ok, on va commencer avec le sommaire du jour. Wow, c'est vraiment du boycott. Waouh, même pas une chance quoi. C'est pas grave. Aujourd'hui, on a un sommaire extrêmement costaud, les gars. Parce que ça y est arrivé le jour où nous allons parler de race. Let's go. De racisation en France en 2021. Donc, vaste programme, vous nous direz. Tout à fait. Donc voilà, je fais un dialogue intérieur aujourd'hui. Ouais, Kotou fait un monologue et finit Preach toute seule, hein, a priori. Voilà, tout à fait. Voilà pourquoi on abordera le sujet à travers plusieurs angles, notamment le documentaire Ouvrir la voie d'Amandine Gay et le sujet brûlant du racisme anti-blanc. Donc ajustez vos écouteurs, préparez votre thé au gingembre et calez-vous sous votre plaid. C'est parti pour l'épisode 6 de Preach. Ok, vas-y Kotou, lance-toi. Dis-nous ce qui te turlupine aujourd'hui. Oh, meuf, écoute, j'ai halluciné devant la polémique dans laquelle s'est retrouvé l'UNEF, chez le syndicat étudiant. Donc pour faire un petit récap, leur présidente Mélanie Luce était innocemment partie sur une matinale pour parler de la situation catastrophique des étudiants en France et il lui a été demandé de s'exprimer sur la tenue de réunions non mixtes pour aborder la question du racisme à l'université. Donc évidemment, comme on pouvait s'y attendre, ça a créé une polémique complètement dingue. Et ça, meuf, en fait, ça commence à vraiment m'énerver parce que tout le monde reconnaît l'importance dans le militantisme d'un moment de non-mixité. On l'a vu dans l'histoire du féminisme, on l'a vu dans l'histoire du syndicalisme. Et ça m'énerve qu'on veuille faire passer ces gens pour des séparatistes qui remettent la race au centre, qui remettraient, selon certains, la race au centre de tout. Il est absolument vital que les personnes concernées s'expriment dans des groupes de parole. Et ce ne sont évidemment pas des réunions contre les blancs ou interdites aux blancs. Ce sont des réunions qui permettent de réfléchir à des solutions qu'elles exposeront après à tout le monde, y compris les alliés. Donc les réactions de certains éditorialistes et politiques étaient évidemment démesurées, ignorantes, opportunistes, complètement dangereuses pour le débat public. Et il y a évidemment eu des appels à la dissolution de l'UNEF, quoi. Il faut quand même rappeler que l'UNEF fait je pense, un très très bon travail sur le terrain avec les étudiants en difficulté. Il faut aussi rappeler l'histoire antiraciste, anticoloniale de ce syndicat, qui a notamment joué un rôle très important contre la torture pendant la guerre d'Algérie. Donc voilà, et puis je sais pas, moi je pense une non-mixité de quelques heures pour qu'on agisse tous ensemble contre le racisme, ça ne va tuer personne. Donc vraiment, ça m'a vraiment... C'est un vrai coup de gueule, meuf. Je suis vraiment très très énervée. Je vois que t'es super énervée. J'ai pas de blague là. Genre, non, vraiment, mais ça après, je trouve que ton coup de gueule est assez légitime, donc il y a... merci. Voilà, il y a pas de souci. Merci de valider. Ouais, je valide l'énervement. Alors moi, je vais aller sur un petit coup de cœur. Oui. Qui est... je vais parler de la cérémonie des Césars qui s'est tenue, c'était quand? Il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. Et donc mon petit coup de cœur, c'est Corinne Maziero qui s'est juste foutue à poil. Un des meilleurs... je crois le seul meilleur moment. le meilleur moment de la cérémonie. Alors gros big up à toi Corinne Maziero, bravo. On t'aime Corinne. Ouais, et alors moi j'admire l'action parce que premièrement c'est quand même un très bon coup de pied au cœur d'une des institutions les plus prout-prout vieillissantes. Prout-prout, ouais. Je me suis dit, bon, je vais pas dire... je te juge. Tu vois, donc je dis prout-prout, okay. vieillissante et qui est clairement à réinventer aujourd'hui. Il mérite le prout-prout. Hein. Ouais, exactement. Et c'est aussi un gros coup de poing, comme dirait Dupont-Aignan avec ses actions coup de poing, tu t'en rappelles? Ah oui, je me rappelle. Voilà. Non plus, on se met à citer Dupont-Aignan, plus rien ne va. La dégringolade. C'est un coup de poing quand même, je trouve, sur la table devant un gouvernement qui a une gestion de crise sanitaire
ridicule, ridicule, quoi, ou avec un mépris total de la culture au détriment d'autres secteurs économiques complètement capitalistes, orientés par des lobbies. Ça dénonce. Ouais, voilà. Ça Donc dénonce. je ne suis pas contente. Enfin, finalement, mon coup de cœur devient un peu un coup de gueule. Et du coup, je voulais citer Corinne Maziero elle-même dans une interview qu'elle a donnée la semaine suivante, où elle disait « Ma force à moi, c'est d'être moche, populaire et vulgaire ». Donc cette phrase a fait un peu le tour du net. Et puis voilà, elle a un vrai questionnement aussi sur la place des femmes âgées devant la caméra, avec qui a quand même un vrai sentiment de péremption avec des guillemets, qui est bien plus prégnant chez les actrices que chez les acteurs. Encore une fois, un bel héritage misogyne de l'objectification du corps féminin. Donc voilà, big up à Corinne Maziero, puis bon, j'en profite pour faire un petit big up à Jean-Pascal Zadi pour son discours, qui nous écoute, ouais, pour son discours engagé aussi à la cérémonie des Césars, même si on va pas se mentir que clairement c'était archi abusé de lui remettre le prix de l'espoir masculin. Ah non, on va pas se mentir, hein. On est là, il n'y a pas de problème, donc voilà. Bon, on va rester dans cette énergie. Parce que tu vas nous parler du documentaire Ouvrir la voie, qui est ton documentaire de chevet. Littéralement, ce documentaire, les gars, elle l'offre à tout le monde à Noël. Elle l'a offert à tout le monde à Noël. Ouais. Je te l'ai offert à toi ou pas ? C'est pour mon anniversaire que tu me l'as offert. C'est abusé. Allez, c'est parti. Alors moi, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler donc du film Ouvrir la voie, réalisé par une de mes gourous spirituelles, Amandine Gay. Enfin, je pense qu'on peut dire que c'est une de nos gourous spirituelles, non, Kotoum ? Ah mais absolument, je suis dedans et je crois que si un jour elle lance sa religion, on sera ses 2 apôtres. Amen. Alors, donc c'est un documentaire de 2 heures sorti en France en 2017. Moi, je pensais que c'était plus récent que ça, en fait, mais non, ça date un peu. C'est passé hyper vite. Ouais, c'est passé très vite. Et il a été réalisé donc par Amandine Gay, une queen absolue, une militante afroféministe qui a fait ses débuts en tant que comédienne après être passée par Sciences Po Lyon. Donc pour vous résumer un peu le truc, le film a simplement pour sujet les femmes noires françaises en France aujourd'hui. Donc 3 fois France dans la même phrase. Et le procédé est très très simple. En fait, ce sont des interviews face cam, donc 2 femmes qui partagent l'expérience de leur vécu de femmes noires, donc vécu issu de l'histoire coloniale européenne et donc française, puisqu'on a quand même eu un bon gros rôle à jouer dans la colonisation. En tout cas. Et donc c'est intéressant parce que Amandine Gay va chercher comment leurs histoires personnelles sont vraiment intrinsèquement... Ouais, c'est comme intersectionnalité, c'est dur. Ouais, j'ai voulu employer un bon mot, mais en fait j'ai bugué dessus. Juste... Donc voilà, je reprends. Comment leur histoire personnelle est intrinsèquement liée à l'histoire politique de la France et donc de l'Europe. Et tout ça, elle l'aborde via plein de thématiques, la discrimination, l'éducation, les rapports familiaux, les rapports amoureux, la beauté, la dépression, les études, la religion, l'afroféminisme. D'accord, tout ça en 2 heures. Hein. Tout ça en 2 heures, ouais. Et encore, j'en passe pour laisser un peu de suspense, mais il y a encore plein d'autres choses. Pour pas spoiler le documentaire. Et je fais juste, évidemment, une mini parenthèse pour dire que ce documentaire a évidemment été autofinancé, notamment via un crowdfunding, car le CNC, Centre National de la Cinématographie, n'a pas soutenu ce long métrage. C'est pas une parenthèse, c'est une pique C'est délibérée. une petite... Ouais, c'est une pique. Donc évidemment, pas trop surprenant qu'une institution française soutienne pas un film sur des noirs fait par une noire. Ça surprend personne, je pense. Voilà. Donc maintenant, je vais vous expliquer pourquoi il faut voir ce film. Pourquoi c'est obligatoire de voir ce film. Prosélytisme. Exactement. Premièrement, l'approche intersectionnelle est super intéressante et très 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 bien mise en scène. Donc, le féminisme ici est perçu via le prisme de la femme noire, donc de la femme racisée qui est souvent oubliée des enjeux féministes. Donc ça, littéralement, en fait, c'est ça qu'on appelle l'afroféminisme aussi, de prendre en compte ce paramètre, pour les femmes noires, bien évidemment. Et donc, comment la couleur de peau est essentielle dans la manière dont je suis perçue, dont je suis définie et dont je me définis. Donc c'est une approche, comme je disais, intersectionnelle, via la race et via le genre. Mais en fait, Amandine Gay va plus loin puisqu'elle prend des femmes qui sont aussi... qui rassemblent encore d'autres angles. Par exemple, il y en a une, pour parler de la religion, il y a une femme qui est donc femme, noire, musulmane, en plus de ça, elle est voilée. Donc, quelle est sa place dans le féminisme aujourd'hui ? Ou une autre personne encore, où là ce sera plutôt l'orientation sexuelle qui va être débattue, qui est femme, noire, homosexuelle, donc la même question, et quelle est la place de cette femme au sein de sa propre communauté noire, ou au sein de sa communauté LGBT. Amen. Donc la pluralité des profils et des identités qui sont toutes confrontées à des contraintes ou des censures, ou des censures même, au sein de leur groupe d'appartenance socio-culturelle, sont vraiment toutes surlignées et discutées. Et donc voilà, après ça, le deuxième argument qui est pourquoi il faut voir ce film. J'ai compris, hein. Il faut.
c'est qu'encore une fois, je trouve qu'il est très très intelligent dans les cibles qu'il a, puisqu'en fait, il a plein de cibles. Enfin, tout le monde est spectateur de ce film, quoi, dans le sens où déjà, il s'adresse aux femmes noires, évidemment, mais c'est pas pour autant qu'il est communautaire, avec 1000 guillemets, parce que c'est quand même un gros mot. Donc dans le sens où par exemple pour les femmes blanches c'est effectivement très intéressant d'aborder la question les enjeux féministes du point de vue intersectionnel avec toutes ces notions et d'ailleurs on se fait un peu d'autopublicité puisque je vous invite à regarder l'épisode 3 de Preach, à écouter. On n'a pas ces moyens là, ça va. On n'a pas les moyens d'avoir une caméra, pardon. L'épisode 3 de Preach, Être Woke, où on parle beaucoup d'intersectionnalité, notamment via Nola Darling de Spike Lee, qui nous écoute. T'as oublié de faire la blague. Pardon, j'ai oublié. Elle fait tout le temps la blague d'habitude, voilà. Non, je vais la garder pour la prochaine, ça. Mais Spike Lee, vous n'avez plus besoin de le dire, on sait qu'il nous écoute. On sait qu'il nous écoute, bah oui. Pour les personnes blanches aussi, c'est vraiment un très bon film parce que c'est l'occasion d'accéder à des questionnements et des troubles intimes de la communauté noire sans se sentir pris à partie ni attaqué, quoi. C'est une position confortable de regarder ce docu pour s'éduquer. Exactement. C'est vraiment l'opportunité de comprendre et en fait en se mettant dans la peau de l'autre très très simplement et juste d'être à l'écoute de problématiques auxquelles il ou elle n'ont jamais pensé puisqu'ils ne partagent pas le vécu. Ouais, tout simplement. Ouais. Et je pense qu'aussi c'est un film très important pour les hommes noirs. Oui. Oui. Parce que donc les hommes noirs ils ont beau partager donc une couleur de peau avec les femmes, mais il y a plein d'inégalités au sein de la communauté noire entre les hommes et les femmes. Donc le film aborde notamment les questions, les relations des couples mixtes ou non mixtes, ou aussi il y a toute une déconstruction des idéaux de beauté, dans le sens où que signifie regarder le corps noir de la femme comme le corps noir de l'homme. Et pareil, il y a aussi une déconstruction des idéaux de réussite. Est-ce que la couleur de mon partenaire va définir mes ambitions, par exemple ? Mais moi, j'adore le fait aussi qu'elle parle de la question du colorisme, qui est vraiment une question qui n'est pas assez abordée en France. Ouais. Donc, pour définir un peu ce que c'est en gros une discrimination en fonction de la couleur de peau, qui privilégie les peaux claires aux peaux foncées. Et c'est un phénomène qui découle directement du racisme, qui opère au sein même des populations noires. On le voit avec la commercialisation de crèmes éclaircissantes, qui sont extrêmement dangereuses parce qu'elles sont cancérigènes. Ouais. N'utilisez pas ces crèmes. Ne le faites pas. Nos tantines qui nous écoutent, ne le faites plus, arrêtez. Ou l'opposition, connue entre métis et noirs, enfin voilà. Quoi. Exactement. Et on observe aussi des phénomènes où les noirs vont souvent rechercher au sein de leur communauté des partenaires avec une carnation plus claire que la leur, parce que c'est ce qui s'apparente à un signe de réussite. C'est ça le colorisme. C'est ça. Exactement. Ouais. Mais je pense que ce sujet est tellement important et intéressant et pas assez abordé en France. Et peu connu que voilà, ce sera grâce à nous, on fera un full épisode dessus. Vous aurez un preach là-dessus, un de ces 4. Non mais grave, non. Si, non mais vraiment. Et donc voilà, je reviens ouvrir la voie pour dire que c'est un film hyper important. Qu'il faut. Genre personnellement, moi je suis allée le voir 3 fois en salle. Donc, comme l'a dit Kotou, je l'ai offert à tout le monde à Noël, je l'ai offert à toute ma famille, je l'offre à tout le monde. Je pense que quiconque me fréquente est obligé de passer par l'étape visionnage de ouvrir la voie. Amandine Gay de payer Sarah pour être son agent publicitaire. Ah, si seulement. Et non, enfin vraiment c'est un film qui est important parce qu'il permet de mettre des mots sur des malaises et des mal-être. Là, en fait, en regardant ce film, on se rend compte que l'expérience personnelle isolée est en fait tout à fait partagée. Donc, il y a un grand soulagement d'entendre les vécus similaires, quoi. Et puis voilà, c'est un film qui nous dit en fait, tu n'es pas seul. Donc, c'est vraiment important. Et puis, ça permet aussi de... Enfin, moi, ce film, il a permis tellement de discussions avec des gens de mon entourage. Et d'ailleurs, des personnes blanches comme noires, quoi. Où, en fait, c'est vraiment un super... C'est du bon matériel de réflexion et de débat. Et voilà, c'est un film qui que je trouve assez patient, même dans la manière dont il est construit, et qui ouvre littéralement des voies pour engendrer plein de réflexions. Oh là là. Trop fort, là là, j'étais inspirée, t'as vu ? C'était magnifique cette conclusion. Et donc, je te donc, rejoins quand même pour dire que c'est un film que j'aime énormément parce qu'il s'inscrit dans une réalité française, que la plupart de ces sujets sont vraiment souvent abordés d'un point de vue américain, ou en tout cas anglo-saxon. Ouais. Et on a cette histoire-là en France qu'il faut qu'on aborde parce que voilà, il y a plein de gens qui partagent cette expérience. Donc merci Amandine qui nous écoute évidemment. Ouais, merci Amandine, gros bisous. Je t'aime. Groupie. Le film est disponible sur Arte Boutique, vous pouvez le visionner à l'achat ou à la location. Et sinon, juste pour info, Amandine Gay prépare son 2e film documentaire sur l'adoption transraciale. Donc voilà, on a trop hâte de le voir. Et voilà, maintenant, je vais laisser la parole à notre camarade Kotou, qui va nous parler de l'évolution de la notion de race vers l'idée de racisation. C'est parti. Alors, aujourd'hui, les gars, attachez bien vos ceintures parce qu'on va parler de race, de racisation. Il y a toute une novlangue, tout un jargon entourant
ce nouvel antiracisme qui perturbe beaucoup de gens et qui dérange beaucoup de gens aussi. Donc nous, on a voulu s'intéresser à l'évolution, à l'influence et au lien entre les notions de race et de racisé, dont vous entendez normalement énormément parler en ce moment. Donc c'est un sujet lourd, Très très lourd. vaste, Très très vaste. flou, Et très flou. extrêmement tabou. Bon, pas pour nous, hein, pas tabou pour nous, mais on sait que ça l'est extrêmement pour nos sociétés postcoloniales parce qu'il y a une réelle crispation autour de cette histoire du racisme et de ses effets aujourd'hui. Donc, juste pour bien poser les termes, on va d'abord rappeler ce qu'est la race et comment elle a été créée. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait, Sarah ? On appelle Docteur Larousse. Mais bien sûr qu'on Et l'appelle. ben voilà. Et qu'est-ce que le docteur nous a dit ? Il nous a dit qu'avant toute chose, la race est utilisée pour désigner des subdivisions au sein des espèces animales. Puis, dans un deuxième temps, voici ce qu'il nous dit. C'est une catégorie de classement de l'espèce humaine selon des critères morphologiques et culturels sans aucune base scientifique et dont l'emploi est au fondement des divers racismes et de leurs pratiques. Donc voilà. Donc c'est une théorie qui a été développée face à la diversité humaine. Et l'idée, c'était de classifier selon des critères immédiatement apparents, comme la couleur de la peau. Et c'est une pratique qui a été mise en place et qui a prévalu tout au long du 19e siècle. Mais les progrès aujourd'hui de la génétique conduisent aujourd'hui à rejeter toute tentative de classification raciale chez les êtres humains. Bon, bah, je crois qu'on peut pas faire plus clair. Hein, voilà, c'est très clair là quand même. C'est très clair. Mais donc, nous là, on est en 2021, meuf. C'est ça. D'accord ? C'est ça, c'est Et il a été établi depuis quelques décennies que les races dans l'espèce humaine n'existaient pas. Alors pourquoi on parle encore de race ? Bonne question. Et pourquoi je parle comme Jamie de C'est pas sorcier ? Encore meilleure question. Enfin bon, on parle encore de race parce qu'il existe une histoire séculaire très ancrée du racisme en Europe et en France. Et la race en tant que construction sociale est tout à fait réelle. Et je vais le montrer. Alors, tu sais déjà qu'est-ce qu'on va être obligé de faire, meuf ? Si tu parles de la machine à remonter le temps, je te déglingue, Kotou. Donne-moi ta main, ça. Non, Kotou. Donne-moi ta main. Donne-moi ta main. Tout va bien se passer et fais pas comme si c'était pas ton moment préféré du podcast. Alors, on remonte dans le temps et on débarque en pleine Antiquité. Alors, on sait qu'à cette époque, les Grecs pratiquaient une discrimination qui était basée sur le fait qu'il existait en gros eux, les civilisés, et les autres, à l'extérieur, les barbares. Voilà. Et les barbares étaient ceux qui étaient réduits en esclavage. C'était pas du tout basé... c'est-à-dire, on ne parle pas encore de racisme. La condition d'homme libre ou servile n'est pas liée à ton apparence supposée, mais à ton appartenance culturelle. D'accord ? On remonte dans la time machine. Donne-moi ta main. Non. Donne-moi... Je donne plus ma main. Donc, on reprend la time machine, la machine a remonté le temps, et on tombe en plein Moyen-Âge. Et dès cette période, les Juifs sont victimes de violences, de discrimination, de pogroms, et dans l'Europe médiévale catholique, ils sont vus comme des traîtres en puissance, puisqu'ils ont trahi le Christ. Oh là 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 là. Waouh! Donc, et on peut aussi citer les hérétiques, principalement des protestants et des païens, qui sont victimes d'une haine religieuse féroce, notamment lors de l'époque de l'Inquisition, pendant laquelle on brûlait au calme les gens à vif, quoi. Ouais, sympa. Sur des bûchers. J'ai eu du mal avec cette phrase. Enfin bon. Mais là, on parle toujours pas de racisme. Non, c'est pas encore le bon mot, mais on y est bientôt. Parce que c'est ce statut de païen qui va faire naître la corrélation entre l'homme noir et la servitude, tu vois. Alors, en Occident, vers la fin du Moyen-Âge, les dernières populations slaves ont été converties au christianisme. Donc, elles ne pouvaient plus servir de population servile, esclave, puisque l'Église a interdit la mise en esclavage des chrétiens. Il fallait donc aller plus loin. Et alors, là, à ce moment-là, les Portugais reviennent en Europe au XVe siècle avec les premiers esclaves noirs. Et une malédiction biblique va servir de justification pour généraliser leur servitude. Est-ce que tu connais cette malédiction, Sarah ? Absolument pas. C'est la malédiction de Cham. Cham. C'est qui Cham ? Cham, c'est un basketteur dans High School Tu Musical. vois, c'est ça ton problème. C'est littéralement ça ton problème. Et c'était Chad en plus. Pardon, Chad. Ouais, grave, en plus c'est Chad. Donc Cham, c'est un des 3 fils de Noé, qui s'avérait être noir et qui a été maudit par son père parce qu'un jour, où il était complètement rabat, ivre, bourré, c'est le seul de ses 3 fils qui s'est moqué de lui. Et il a donc maudit Cham à servir comme esclave ses 2 autres frères. Donc je rappelle que Cham était noir et ses 2 autres frères n'étaient pas noirs. Toujours d'une logique incomparable, la non, Bible. Mais implacable, meuf. Ouais, implacable. ouais. Et je ne rigole pas. C'est la justification biblique qui a permis la mise en esclavage massive de millions de personnes pendant des siècles. Et tout ceci a débouché sur des essais pseudo-scientifiques pour passer d'une justification religieuse à biologique.
Et c'est vers le XVIIe, XVIIIe siècle qu'on va commencer à employer le mot de race pour séparer et hiérarchiser les humains, comme on le faisait déjà avec les animaux. Et tout ça va être renforcé par un corpus d'essais hasardeux, comme celui de Gobineau, qui est un des plus célèbres, dans son essai sur l'inégalité des races humaines publié en 1853. Tout ça va constituer la notion de race et justifier la mise en place de mécanismes ségrégationnistes et exterminateurs. Et il faut bien garder surtout en tête que toutes les races répertoriées comme non blanches, donc je sais pas quelle connerie ils avaient inventé, c'est la race noire, la race jaune, la race rouge, enfin bon. L'arc-en-ciel. Voilà, l'arc-en-ciel, t'as capté. Toutes ces races-là sont qualifiées d'inférieures et sont considérées comme étant au service de la race blanche. Donc voilà en gros comment la race est née en Occident. Ok, ben merci pour ce petit rappel historique. Ah bah, elle sert à quelque chose, ma time machine. Voilà. Je vais pas donner la main, alors regarde où est-ce qu'elle nous amène. Enfin bon. En fait, là maintenant, on va faire une avance rapide. Encore mes bruitages. On arrive en Europe à la fin de la Seconde Guerre mondiale et le traumatisme du génocide des Juifs va mener en France en 1946 à l'inscription dans le préambule de la Constitution l'interdiction des distinctions de race, qui va être repris aussi en 1958 dans la Constitution de 1958. Et c'est littéralement pour ça qu'il est plus difficile en France de parler de racisme, parce que le mot race a été très longtemps banni. Tu vas aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, c'est-à-dire dans le monde anglo-saxon, la question du racisme est extrêmement sensible, mais elle est abordée beaucoup plus frontalement. Et chez nous, en France, on a esquivé la question et les termes pendant des décennies et des décennies. Et là, il y a eu un réveil et une irruption brutale de ce sujet dans le débat public. Tu vois, donc je pense qu'on peut mettre ça sur le compte du choc mondial causé par le meurtre de George Floyd et surtout par le soulèvement d'une nouvelle génération antiraciste qui a été vraiment galvanisée par le combat pour Adama Traoré. Et tout ça, ça a secoué la France l'été dernier, quoi. C'était fou de voir ça en France. En si peu de temps en plus. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est vrai, hein, parce que maintenant, on entend tout le temps, enfin très régulièrement dans les débats publics, les mots qui paraissent barbares pour certains, genre racisé, intersectionnalité, racisme systémique. Décolonialisme, indigénisme, non-mixité. En plus, utilisé à l'emporte-pièce, ça même pas ce qu'ils disent. Enfin bon. Mais tout ça, quand même, il faut dire, c'est très nouveau en France de parler de racisme de cette manière-là, parce qu'avant, on parlait principalement du sentiment de haine raciste et de sa matérialisation que peuvent être, par exemple, des agressions racistes. Et ça, si j'ose dire, c'était plus facile. Tu vois. Et il faut aussi noter que ces notions-là qu'on a énumérées juste avant ont la capacité inouïe de créer l'hystérie, quoi. De créer des grands malades. Mais vraiment, c'est-à-dire... Et je pense que la raison pour laquelle les gens réagissent aussi fortement, c'est parce que ce sont vraiment des notions qui nous mettent face à l'histoire d'un mécanisme, tu vois, qui est celui du rapport de force et qui est de l'ordre du systémique. Et la façon de militer, vu qu'on a maintenant ces connaissances-là, a complètement changé aujourd'hui. On a changé d'outil. Parce que le racisme a aussi muté. On s'intéresse encore plus à l'insidieux, à l'invisible, aux micro-agressions, ce qui paraît complètement dérisoire pour certains, paraît être un monde pour beaucoup parce que la répétition fait que ça devient juste saoulant. Voilà, ouais, juste pour dire. Invivable. Voilà. Donc voilà, et c'est là que ça commence à poser problème pour beaucoup parce qu'on est tous concernés, on est tous pétris d'images, de billets, de représentations sur lesquelles il faut qu'on travaille tous, tu vois, pour faire un travail de déconstruction. Et là, le problème, c'est que les coupables sont moins facilement désignables. C'est-à-dire qu'en gros, avant, on pouvait désigner les gros racistes du Front National, ceux qui traitaient de sales nègres et de sales bougnous des Noirs et des Arabes, ou ceux qui ne donnaient pas du boulot ou un logement à quelqu'un à cause de sa supposée race. Tu vois, et c'est par exemple ce dans quoi versait les SOS Racisme. Vous savez, c'était une association dans les années 80 qui est née à la suite d'une marche pour l'égalité. Et cette association, qui était hyper importante dans les années 80-90 et extrêmement influente, est aujourd'hui perçue comme dépassée et comme une époque assez naïve de l'antiracisme. On considère que le racisme était surtout, tu sais, le fait d'individus maléfiques, mauvais et tout, tu vois. Donc, et je pense que cette manière de voir le racisme était beaucoup plus acceptée parce que beaucoup plus facile et que cette manière-là de voir le racisme est entrée très durement en contradiction avec l'idée de racisation dont on entend beaucoup parler en ce moment. Et donc voilà, la racisation, c'est un concept sociologique français, hein, pas américain, qui a été pensé par Colette Guillaumin en 1972 dans son ouvrage L'idéologie raciste. J'ai insisté sur le mot français, comme tu l'as pu remarquer. J'ai remarqué, ouais. C'était très subtil. Parce qu'en France, on adore parler avec énormément de condescendance d'américanisation des campus universitaires et de la jeunesse, alors qu'en France, on a une forte histoire intellectuelle de la pensée antiraciste,
qui fait qu'on n'a pas du tout besoin de regarder vers les États-Unis pour soi-disant traduire, appliquer une grille de lecture qui n'aurait rien à voir avec la France d'aujourd'hui, tu vois. Et juste quand même pour bien définir ce que c'est la racisation, c'est quand un groupe majoritaire voit un groupe minoritaire comme autre, comme homogène et comme déterminé, racialement. Ce qui fait qu'une personne racisée est prise un peu au piège dans ce processus. En gros, l'idée, c'est être perçue à travers un prisme négatif, que ce soit de manière consciente, inconsciente, étatique, individuelle. Et tout ça, c'est une réalité en France en 2021, quoi. Bah, c'est ça, et je pense que le mot racisé d'ailleurs crée des réactions très très fortes parce qu'il met les choses à leur place, quoi. T'as les concernés, puis à côté t'as les alliés, Yes. et puis c'est les concernés en fait qui doivent mener la danse pour trouver les solutions aux problèmes qui les touchent directement, et ensuite t'as les alliés qui font leur travail aussi de déconstruction, quoi. C'est ça. Chacun son taf. Exactement. Et alors je vais me permettre d'ajouter une petite observation donc, qui est quand même super intéressante et complètement paradoxale, c'est que quand on emploie le mot racisé, on se place du point de vue blanc. Genre quand je te parle d'une personne racisée, c'est-à-dire que souvent je te désigne une personne noire, arabe, asiatique, latino, etc. Mais en fait, on désigne pas une personne blanche par ce mot. Alors qu'en fait, les blancs constituent évidemment une race, en tout cas au sens socioculturel du terme, quoi. Et en gros, dans un discours, le mot racisé s'entend dans le sens où on désigne la race qui n'est pas majoritaire, afin en fait d'avoir tout simplement une petite parole. Restez avec nous, on sait que c'est théorique. Ouais, c'est un peu compliqué. Mais reste avec nous. Et j'avais lu un article, je me rappelle plus du tout où, mais je me rappelle juste, enfin je m'étais noté une phrase que je trouvais trop intéressante, qui disait le caractère impensé de l'autoracialisation comme blanche des blancs, et de la façon dont les blancs se conçoivent comme la norme invisible incarne elle-même à ce titre une forme de supériorité. Le fait qu'ils soient pas comme blancs, quoi. Ouais, c'est ça, qu'ils aient même pas à penser ça, voilà. Et d'ailleurs, dans Ouvrir la voie, on lâche pas, hein. Il y a justement une des filles qui résume ça, mais très, très simplement, en parlant qu'elle aimerait avoir le privilège de l'innocence de la couleur de peau. En fait, voilà, parce que les blancs n'ont même pas conscience de représenter eux-mêmes une race et n'ont pas conscience de leur couleur. Donc voilà, c'est à méditer, quoi, toutes ces belles paroles. À méditer. Après, moi, tu sais, en vrai de vrai, et je m'en fous, hein, mais je sais même pas si le mot racisé est bon ou mauvais. Ouais, par contre, moi je veux juste dire un truc, encore une fois je vais intervenir. Ça dénonce. Ouais, parce que les gars, on vous voit grave venir. Venez pas utiliser le mot racisé pour éviter de désigner les personnes non blanches. On voit fort, hein. Exactement, genre, tu vois, si on parle de racisme systémique, on a une conversation politique et tout à fond, alors là je comprends carrément si tu parles de ton pote qui est noir et tu me dis, ouais, lui il est racisé. Par contre, si tu me parles de ton pote qui est noir pour me dire qu'il allait chercher une baguette de pain et que sa baguette de pain, tu me dis, c'est mon pote racisé qui allait ramener la baguette de pain. Non, ça marche pas là. Oh là là, mais bravo. Ça dénonce aujourd'hui. Oh là là, on voit grave venir. Voilà. Mais moi, après, ce que je trouve positif, quoi qu'il arrive dans l'emploi du mot racisé, c'est qu'il arrive à mettre le doigt sur ce processus qui fait que dans un pays où on veut faire taire le mot race, où les représentations sont encore stéréotypées, on est encore soumis à ce regard qui fait qu'il existe encore une inégalité de traitement. Et j'ai envie de dire, si vous êtes si dérangé par ce mot, laissez les universitaires faire leur taf pour enfin créer une réflexion franco-française sur le racisme sans les traiter de... Il y a quoi ? Islamo-gauchistes, séparatistes. Donc, ouais, ils sont traités de tout en ce moment, les universitaires, surtout ceux qui travaillent dans le domaine des sciences sociales et des sciences humaines. Nous, on vous aime, big up à vous, voilà, cœur sur vous. Voilà. Je tiens quand même juste à répéter que, en l'occurrence, quand même, le mot racisé est issu complètement de la réflexion antiraciste française. Et je voulais aussi, juste pour que ce soit bien clair pour tout le monde, il existe deux mots qu'il faut essayer de ne pas confondre, mais c'est vraiment une petite différence. Une petite nuance, ouais. Voilà, on vous en veut pas. On est tatillonne. Si vous vous trompez. C'est-à-dire, le mot racisé n'est pas à confondre avec le mot racialisé qui explique le fait que tout le monde, même les blancs, sont assignés une race, alors que le terme de racisé induit l'idée d'un groupe soumis à un rapport de force racialisant. Tu vois. Mais ouais, c'est complexe quand même. On se la pète aujourd'hui, les gars, hein, désolé. Mais en fait, tout ça pour dire qu'en gros, se dire racisé, ce n'est pas être passif, c'est pas être une victime, d'accord ? C'est juste confronter ce prisme négatif qui nous enlève notre humanité, notre individualité, tout en ayant la volonté de la dépasser. On veut pas rester coincé dans ça, d'accord ? Amen. On veut dépasser tout ça. Amen. Nous aussi. Voilà. Mais c'est vrai que ce sont des mots qui sont... Je dis ça pour les gens qui nous enlèvent le droit d'être universalistes, tu sais. Genre quand on leur parle de ça, ils sont en mode mais vous êtes pas des universalistes, nous on l'est, nous on est républicains, enfin... Mais oui, mais après, c'est vraiment plein de notions qui sont super compliquées. Genre, même, les termes de race, racisé, racialisé, ils font eux-mêmes énormément débat au sein des communautés noires et au sein de plein d'autres communautés racisées.
parents, ils parlent pas de raciser, hein. Non, donc c'est vraiment des termes qui sont très nouveaux et qui se Ouais. parlent même plus à nos générations, un petit peu plus 25-30 ans, quoi. Donc, enfin voilà, c'est des mots qui font extrêmement réfléchir et débattre. Et même les millennials, ce sont Ouais, des ouais. sauvages. Ils sont pas prêts, quoi. Et d'ailleurs, je voulais aussi aller un petit peu plus loin parce que ce que tu racontais effectivement sur ces mots-là et la nécessité d'avoir des termes pour créer des débats, ça me faisait aussi penser par exemple aux statistiques raciales. Ouh là là là. Voilà, qui sont très Ouh très là là. tabous en France et pourtant elles ont été mises en place aux États-Unis ou dans des pays nordiques même. Mhm. Et en fait, les statistiques raciales, c'est un outil qui permet aussi de dénoncer des inégalités donc, par rapport à la race. Et de la même manière qu'en fait, on a besoin de vocabulaire pour avoir des réflexions et des outils de parole, ben aussi on a besoin de chiffres. Mais après, par contre, les statistiques putain, c'est dur aussi ce mot. Ouais, statistique, intrinsèque aussi. Intrinsèque. Les statistiques raciales, c'est aussi un autre débat qui soulève vraiment plein de questionnements. Donc bon, certainement qu'on en parlera dans un prochain épisode. On a beaucoup de choses à aborder Ouais, dans ouais, notre ouais, épisode. carrément. Bon. En tout cas, voilà, ok, c'était quoi le sujet? C'était de passer de la race à la racisation. Bon, en tout cas, on est passé d'un fait pseudo-scientifique à l'observation d'un processus de construction sociale, et c'est très bon signe à mon avis. Donc voilà. Donc nous allons rester dans le thème de la racisation, un sujet très gai, avec un sujet qu'on aborde toujours dans le débat public avec Sarah, comment on peut dire, avec mesure, avec calme, avec parcimonie, c'est le racisme anti-blanc. Allez, restez avec nous, c'est parti. J'espère qu'on vous a pas trop perdu et que vous nous Oh là écoutez là. encore. Non, c'était violent là quand même. Ouais, c'était too much. On fera un petit peu plus léger la prochaine fois. Yes. Alors, effectivement, le racisme anti-blanc. Eh bien, Kotou, le racisme anti-blanc n'existe pas. Voilà, merci, fin du podcast, au revoir. Des gamines, pardon, non. Ouais, presque, ça aurait pu être ça. Non, mais du coup, on va quand même essayer d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Pour de vrai, en fait, le racisme anti-blanc, vraiment, c'est Bah alors on ne rigole pas, oui, non, on rigole, mais on rigole pas. Non, c'est une expression qui a pas vraiment lieu d'être. Il faut du coup l'employer avec des guillemets. Gros guillemets. Mais là, vous voyez pas puisqu'on parle, en fait. Mais donc, on va essayer quand même de vous expliquer un peu notre point de vue et pourquoi, selon nous, ça n'a pas lieu d'être. Alors, le racisme anti-blanc, c'est une expression qu'on voit aussi beaucoup apparaître ces derniers temps, évidemment, puisqu'il y a tous ces questionnements raciaux, on peut le dire au pluriel ? Raciaux, oui, Ok. oui. Ces questionnements raciaux, il y a forcément des questionnements sur le racisme anti-blanc. Par exemple, je vais prendre ce cher Pierre Ménès. Cheraki, là. Il est dead, lui, Oh là il est là. dead. Paix à son âme. Par exemple, qui avait dit sur le plateau de CNews en septembre 2019, le vrai problème en France, dans le foot en tout cas, c'est le racisme anti-blanc. Et comment c'était spontané. Donc ça, il l'avait dit. Après, il avait essayé un peu de se rattraper par le tweet culot. et tout. Enfin, c'était clairement le début de la fin pour lui, quoi. Je crois que les joueurs noirs qui se prennent des bananes sur les terrains depuis 15-20 ans, ils ont dû éclater de rire. Ben oui. Mais bon. Ok, Voilà, donc en fait, pourquoi est-ce que ça n'a pas lieu d'être ? Parce que le racisme implique une discrimination. C'est donc un groupe racial qui va être avantagé au détriment d'un autre. Mhm. Là-dessus, ça va, Kotou ? On est là. Hein. Ok. On va essayer de pas les perdre, vraiment. Ouais, vraiment, on essaie d'être cool, là. Du coup, le racisme, ça doit s'entendre comme quelque chose de systémique. Systémique dans le sens de système. Donc, c'est-à-dire que le racisme, c'est un phénomène qui alimente toutes les couches de la société, qui est le système dans lequel on vit, et qui a un impact déterminant sur les expériences individuelles. Donc que ce soit, premièrement, des violences physiques, mais l'accès à l'emploi, l'accès au logement, des traitements de santé, et il y a plein d'autres secteurs dans lesquels ça se reflète. Donc une personne, par exemple, qui va dire à un noir « sale noir », bon, évidemment, c'est une insulte raciste qui est extrêmement blessante et même interdite. Mais j'ai envie de dire que si la seule conséquence était une blessure émotionnelle, presque, on s'en sortirait genre presque bien. Mais je mets 1000 guillemets dans ce que je dis. Mais on s'en foutrait complètement. Quoi. Voilà, mais en fait, c'est que le problème du racisme, c'est pas juste une insulte. C'est qu'il se limite pas à la dévalorisation physique de la couleur de peau d'un autre. C'est qu'il entraîne quantité d'autres conséquences qui vont nuire quotidiennement à la vie de la personne victime de racisme. Donc en fait, c'est ça le racisme systémique, c'est qu'il s'immisce dans le système social, perturbe les acquis sociaux afin de privilégier certaines personnes par rapport à d'autres. Amen. Amen. Donc en fait, c'est ce que d'ailleurs disait Kotou tout à l'heure par rapport au fait que le racisme est beaucoup plus insidieux, c'est-à-dire que ce sont des formes de racisme, le racisme systémique, c'est beaucoup plus subtil, c'est très difficile à percevoir, parce qu'en fait, il alimente toutes les couches de la société. C'est pas une simple insulte qui est très facile à dénoncer. Donc, voilà, encore un des exemples, c'est qu'à compétences égales, une personne noire ou asiatique aura moins de chances d'avoir accès à un emploi qu'une personne blanche pour un même poste. Statistiquement, c'est vrai, quoi. Ou voilà, encore une fois, vraiment les dossiers de location d'appartements, mais c'est un des meilleurs exemples. On va favoriser un candidat blanc au détriment d'une personne, par exemple, arabe, seulement en raison de son nom, ou de l'origine raciale. C'est exactement le même mécanisme de racisme, donc systémique, donc bien ancré dans notre société, qui légitime
les contrôles aux faciès pour les flics. Donc c'est ici qu'en fait le racisme systémique nuit profondément au développement humain, quoi, tout simplement. CQFD, le racisme anti-blanc n'existe pas. Après, quand même, je tiens à dire, parce que là, on rigole et tout, on ne pardonne absolument pas, mais absolument pas le fait d'insulter, voilà, en l'occurrence, un blanc en raison de sa couleur de peau. Enfin, on n'est pas évidemment que c'est mal. C'est mal et c'est aussi interdit par la loi. C'est évidemment pas bien. Je tiens quand même à dire aux gens qui sont complètement fous et qui voudraient attaquer une personne en raison de la couleur de peau que voilà, vous êtes nuls, c'est pas bien de faire ça et voilà, on condamne complètement. Mais en aucun cas, une personne blanche peut se dire oui, victime de racisme. Dans nos sociétés occidentales, le système social les valorise et les place devant les autres dans absolument tout. Un blanc ne se verra jamais refuser un poste en raison de sa couleur de peau. Sûrement peut-être à cause d'un autre faisceau de raisons, mais pas à cause de sa couleur de peau. Sa couleur de peau est un facteur nul. Ça n'existe pas. Exactement. Et un blanc ne se fera jamais maltraité par un médecin en raison de sa couleur de peau. Donc il y a plein d'exemples en fait. Et c'est là où c'est nécessaire d'avoir de la vraie perspective et de pas croire en l'existence d'un racisme anti-blanc parce qu'en fait une discrimination se définit toujours sous le prisme du privilège. Or, en l'occurrence, en fait, la race blanche a le privilège absolu, surtout. Et c'est une expression, en fait, voilà, racisme anti-blanc qu'on entend de plus en plus, comme je disais ces derniers temps. Pourquoi ? Parce que oui, en fait, on vit plus au XIIe siècle, et quand une personne racisée est victime de racisme, elle le dit, en fait. Et c'est vrai qu'on est dans une époque où les dénonciations se font de plus en plus, et voilà, c'est pas plus mal parce que on surligne plein de petits points de société qui vont pas, enfin de gros points même. Et après, en fait, encore une fois, c'est une expression qui dérange, parce que quand on fait partie de ce groupe privilégié, et qu'on entend des dénonciations concernant nos semblables, donc là, je parle des blancs, et évidemment qu'on s'identifie à l'accusation, donc on le prend mal. Mais après, enfin, bon, là, c'est du coup une histoire peut-être de vexation, ou je sais pas, de sensibilité, et c'est peut-être pas plus mal, parce qu'il faut aussi toujours se penser en termes de groupe. On vit en société, en fait, et on vit dans des groupes sociaux. Et donc, il faut pas comme je disais, il faut se penser en termes de groupe et non en termes d'individus, parce qu'il est toujours important, en fait, de déconstruire constamment ce que mon groupe fait subir à d'autres groupes, même si c'est pas moi directement qui fait la chose, quoi. En gros, faut pas se vexer. Voilà. Faut pas se vexer. Mais ça me fait penser, tu sais, au hashtag Not All Men, pas tous les hommes, qui est un hashtag qui est né en réaction, tu sais, aux dénonciations de femmes qui parlent qui peuvent dire par exemple les hommes sont des agresseurs sexuels ou les hommes ne font aucune tâche domestique. Évidemment, au cas par cas, tous les hommes sont pas comme ça et tous les hommes sont pas tous des agresseurs. Enfin, bien sûr, on n'est pas fous. Ouais, on le sait. Mais il faut reconnaître que cela fait quand même quelques siècles, voire quelques millénaires, que les hommes oppressent, que l'homme, pardon, plutôt, on va penser comme ça, que l'homme oppresse la femme et qu'il y a une tendance générale aujourd'hui. Il y a plus une tendance générale aujourd'hui où on voit nettement plus d'agresseurs sexuels hommes que femmes. Et aussi que les tâches domestiques sont genrées et la charge mentale est nettement plus importante chez les femmes. Donc dire not all men, pas tous les hommes, c'est un peu se déculpabiliser de ces enjeux de répartition et d'égalité et de vivre un peu dans le déni de ces réalités. Il faut vraiment penser en termes de groupe, quoi. Exactement. Pas toi en tant qu'individu. Voilà. Tu es sûrement une très bonne personne. Exactement. Et en fait, c'est exact. Donc voilà, franchement, l'exemple du not all men, il est très très bien parce que c'est la même chose qui se passe avec la dénonciation du racisme initié par les... Enfin, quand un noir dénonce un racisme initié par les blancs et qu'on va parler de racisme anti-blanc derrière, quoi. Non, mais ce que Lilian Thuram, il s'est pris dans la gueule. Ah bah voilà, c'était juste avant Pierre Ménès, en fait. C'était en septembre 2019. Ouais, c'était vers ces eaux-là. Je crois qu'il a réagi en réaction. Ouais, c'est ça. Il a réagi en réaction. Yes. Donc, il y a carrément eu une affaire Lilian Thuram vers 2019 et en fait, il a déclaré dans un journal italien, donc je cite, il faut prendre conscience que le monde du foot n'est pas raciste, mais qu'il y a du racisme dans la culture italienne, française, européenne et plus généralement dans la culture blanche. Il est nécessaire d'avoir le courage de dire que les blancs pensent être supérieurs et qu'ils croient l'être. Pas mon voisin blanc, les blancs en tant que groupe, en tant que groupe historique qui a été... Tu vois ce que je veux te dire ? C'est pas... Non, exactement, c'est ça, c'est qu'en fait, tous les blancs ne sont pas racistes, et encore heureux, et on le sait. Mais voilà, il faut toujours s'interroger sur... on vivrait pas, quoi. Mais voilà, on serait morte. Mais il faut toujours s'interroger sur la place que l'on a dans le groupe que l'on représente. Et ça, en plus, c'est ce que nous, on nous demande constamment de faire aussi dans nos groupes, dans nos communautés noires, et comme dans les autres représentations raciales, quoi. Bien sûr. Donc, il faut toujours s'interroger sur comment mon comportement aussi individuel peut perpétuer des mécanismes racistes sans même que je m'en rende compte, parce que c'est exactement ça aussi, le racisme systémique, c'est qu'il est implanté dans des trucs qu'on peut même pas s'en apercevoir. Genre... je sais pas, un petit exemple, enfin c'est un exemple qui est très très parlant et qui ressort souvent, mais quand je dis des collants couleur chair ou un pansement couleur chair,
Mais en fait, ces pansements et ces collants, là, ils sont blancs, beige, comme si le blanc était la seule couleur. Et c'est pas vrai, quoi. Et ce genre de mini-expression, eh ben, elle est tellement ancrée qu'elle nous paraît tout à fait naturelle. Or, elle fait bien transparaître le fait que y a des personnes qui sont tout à fait invisibilisées de l'espace public et qu'on pense même pas à concevoir des objets pour eux et pour elles, quoi. Non, mais Rokhaya Diallo avait eu le malheur, t'appelles, de parler de ce fait-là. Tu parlais des pansements. Ouais, les pansements, elle l'avait dit, ouais. Vraiment, mais un shitstorm, parce que les gens considèrent ça comme étant complètement dérisoire, mais Rokhaya Diallo, elle s'en fout complètement des pansements. Elle pense à ce qu'il y a derrière, au fait juste à l'invisibilisation des... Comment dire, au fait de se penser comme étant... Enfin, au fait d'être autant centré et de pas prendre en compte les autres. C'est pas les pansements, en fait. Exactement. Et ça, c'est plein de petits trucs où, je sais pas, enfin... pour les rôles au cinéma, par exemple, moi je travaille dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel, et ben c'est ça aussi, quand on lit un scénario par exemple, tout de suite, en fait, si la personne, je sais pas, encore une fois, une personne dans le scénario écrit achète une baguette de pain, et ben il faut aussi penser plus loin que les horizons, c'est-à-dire que là, forcément, le rôle, on va l'attribuer à quelqu'un de blanc, et que les rôles de noirs vont être donnés que à, je sais pas, des femmes de ménage, des aides-soignantes, des choses comme ça, et ça aussi, en fait, c'est perpétué, on a tellement intégré ces stéréotypes et ces connotations qu'en fait, on les reproduit dans l'espace public, culturel, etc. Et ça fait partie du racisme systémique, quoi. Amen. Enfin bref, on est en train de digresser, donc je reviens un peu. Et sur le dernier point, après j'arrête de vous embêter avec ça, c'est que le racisme anti-blanc, du coup avec plein de guillemets, notamment il est extrêmement nourri par la discrimination positive, qui est un phénomène qui est apparu un peu ces derniers temps. Que des mots qui fâchent, genre. Ouais, pardon. Et donc la discrimination positive, c'est quoi ? C'est quand consciemment, on va valoriser un groupe d'individus généralement désavantagés pour leur donner des opportunités auxquelles ces personnes n'auraient pas accès d'habitude. Donc, par exemple, les quotas d'élèves issus de ZUP, ZEP ou ZUP, ça a changé, ouais. Zone urbaine prioritaire, là, à Sciences Po, les élèves boursiers qui sont pris dans certaines écoles, ou même, tout simplement, la parité homme-femme dans les institutions, ça fait partie de la discrimination positive. Ça veut dire qu'on va réserver quelques places à de très très bons élèves, issus de ces environnements défavorisés, et de ces environnements qui, d'habitude, ne leur permettraient pas d'accéder à ces formations, par exemple. En soi, dans un monde parfait, la discrimination, ce serait pas une solution, c'est toujours mieux. La discrimination positive. La discrimination, dans tous les cas, c'est pas bien. La discrimination positive, dans tous les cas, c'est pas une solution forcément à long terme. Il est mieux d'être tous et toutes à égalité et que les accès à ces concours ou à ces emplois soient strictement basés sur la méritocratie. Mais... Voilà, malheureusement, il n'y a actuellement pas d'autre solution parce qu'encore une fois, à compétence égale, on avantage des groupes blancs issus de CSP+. C'est le système, c'est comme ça. Donc, la discrimination positive, pour l'instant, c'est un moindre mal, quoi. Ouais, c'est pas le best, mais c'est malheureusement, on n'a pas mieux, quoi. Mais oui, je suis d'accord que voilà, tout est à réfléchir, en fait, tout est à inventer maintenant. On attend vos propositions. Ouais. Et d'ailleurs, en plus, les gens donc, qui se plaignent de manière virulente contre la discrimination positive, qui se plaignent qu'on leur coupe accès, donc les personnes qui sont plutôt issues des classes favorisées, donc là, on va clairement parler des classes blanches, qui se plaignent qu'on leur coupe l'accès à ces filières au profit donc de personnes issues de groupes minoritaires, et ben en fait les mecs c'est exactement ce qui se passe pour ces personnes minoritaires, donc souvent racisées, depuis juste la nuit des temps. Mais sans qu'ils s'en rendent compte. Voilà, donc en fait on vit l'expérience de la frustration partagée par des centaines de communautés à qui on n'a jamais laissé une chance. Voilà, donc c'est pas bien. C'est pas bien. Du coup, tout ça pour dire qu'il faut pas se victimiser sous le prétexte d'un racisme anti-blanc. Il vaut mieux remettre en fait ses acquis en question, se questionner et trouver des solutions afin de mieux cohabiter et coexister. Est-ce qu'elle est pas mignonne ma conclusion quand même ? Mais j'en ai la larme à l'œil. J'étais violente, mais là j'ai voulu apaiser un peu la chose. C'était une belle transition de fin. C'est un petit coussin à la fin. Merci. Bon, il faudrait dire la commu. Ouais. J'aime pas la commune. La communauté. Vous savez déjà quelle heure il est. On arrive à la fin de ce 6e épisode. Il est tard. Il est tard aussi. Et il est temps, mais tu le sais, de jeter dans l'univers nos vœux pour qu'ils se réalisent. C'est parti. Sarah, dis-moi tout. C'est quoi ton vœu là? Alors moi, mon premier vœu, c'est que le Monoprix à côté de chez moi se mette à vendre des chips de légumes Tyrell's au vinaigre balsamique. C'est tellement précis. Oui, parce que je ne les trouve que dans un seul Monoprix dans Paris et j'aimerais que ça se démocratise. Ah, tu sais que j'ai un peu le même vœu, mais alors moi c'est mon Franprix, celui qui est juste en bas de chez moi. Ouais. J'aimerais bien qu'ils se remettent à vendre des cubes de bouillon saveur légumes, parce que moi je me suis habituée à ceux-là. Non, il n'y en a plus, alors que c'est vraiment partout, tu vois. J'ai arrêté celui que nos darons émettent là. Ouais, le cube.
Ah, c'est bon ça. C'est hyper bon. C'est mauvais, mais c'est bon. Je trouve qu'il y a un goût supplémentaire avec la saveur des légumes. Quoi. Ok. Bah très bien, on va prier pour ça. Mhm. Moi, mon deuxième vœu, c'est que je dois vous avouer que mon piléa est mort. Mais j'en ai racheté un. Et La donc, prochaine victime. mon vœu est qu'il survive. Je crois qu'aussi son vœu, c'est de survivre. Mon dernier vœu, c'est que Darty rouvre plus vite. Ah, c'est fermé? Oui, je crois que c'est fermé, meuf. Hein, parce que Ah, c'est je souvent pensais que dans des grands ensembles, et les grands ensembles, c'est fermé. Ah oui, mais si tu vas dans un Darty isolé, ça doit faire Ouais, mais j'ai la partie flemme, de- c'est loin. Ah, ok. Donc, un Darty qui soit pas très loin. J'aimerais qu'un Darty qui soit pas très loin rouvre plus vite pour que je puisse changer mon câble de douche, tu sais. Le tuyau, là? Ouais, le tuyau, parce qu'en fait, il y a l'eau qui sort de partout. Ouais. Et donc, à l'arrivée, je suis obligée de faire une espèce de... Ma main en coupe pour Oh, mon recevoir. Dieu. C'est un enfer. Non, mais c'est un enfer. Voilà. Bon, bah, on va prier pour ça, mais je pense qu'on peut trouver ça ailleurs, donc peut-être que je vais t'aider à trouver un tuyau de douche. Je retire mon vœu, c'est bon. Bon, bah voilà, c'est fini. Merci pour tout, la MIF. On espère que cet épisode un peu théorique Vous aura plu. vous aura quand même plu. Ouais. Et on se retrouve rapidement pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Je pense qu'on va arrêter de vous dire qu'on va en faire un toutes les 2 ou 3 On va arrêter semaines. de mentir. On va faire un par mois, Ouais. peut-être plus, mais un par mois. plus, mais un par mois. Surtout, n'hésitez pas à partager l'épisode, à nous mettre des étoiles sur les applis de podcast si vous avez aimé. Mais vous avez aimé, donc voilà. Et surtout, à nous suivre sur Insta, sur le @podcastpreach. Ouais. Et à nous écrire, parce que j'ai parlé comme une vieille en fait. Le @podcastpreach. Pardon. Et n'hésitez pas aussi à nous écrire pour réagir sur notre adresse mail. Ouais. podcastpreach@gmail.com et même à nous suggérer des thématiques à aborder. N'hésitez Carrément. surtout pas. On est très preneurs. Donc voilà, on fait des gros bisous. À plus.